Bonjour, merci de nous retrouver ce matin dans l'Instant R, la quotidienne des régions. On va notamment aller à Nancy pour faire nos courses dans un supermarché un peu particulier puisqu'il est tenu par les clients. C'est une épicerie coopérative. Il y en a de plus en plus, normal. On est nombreux à vouloir reprendre le contrôle de notre alimentation. L'alimentation qui est surveillée de très près, en particulier par celles et ceux qui souffrent de diabète, d'où cette initiative intéressante à Montpellier que nous avons voulu mettre en lumière ce matin. Un restaurant propose des plats confectionnés sur mesure sans sucre ajouté. Mais avant, on revient sur une polémique dont vous avez déjà certainement entendu parler, celle autour de ces nouveaux compteurs électriques Linky qui doivent équiper la plupart des foyers d'ici quelques années. Au-delà de la Cour des comptes qui, dans un rapport, le juge coûteux, compliqué et peu utile, il inquiète certaines familles préoccupées par les ondes émises par ce compteur, mais aussi par son côté intrusif. Alors, peut-on refuser son installation? Y a-t-il des risques pour la santé ou d'atteinte à la vie privée? On vous dit tout dans notre instant pratique. Bonjour, je suis envoyé par Enedis pour le changement de compteur. C'est un compteur banal, un boîtier vert avec quelques boutons, même taille, même branchement que les précédents, opérationnel en à peine 20 minutes. Pourtant, Linky, c'est son nom, est bien plus que ça, un outil connecté nouvelle génération, piloté à distance. Là, votre maison consomme actuellement 274 watts. Si vous dépassez les 6000, au bout de 15-20 secondes, il va couper. Vous l'avez peut-être déjà chez vous car le déploiement va vite et se fait parfois en force. Dans cette petite commune du Valenciennois par exemple, toutes les méthodes sont bonnes pour empêcher l'installation du compteur Linky car les techniciens d'Enedis ne veulent rien entendre. Ça a duré 2 heures quand même, j'ai été obligée d'appeler le maire de la commune qui a été obligé d'intervenir. Et vous avez tenu bon ? Ah oui, durant 2 heures. Alors de quoi exactement ces habitants ont-ils peur ? Pour plusieurs raisons, dont deux principales, c'est l'envoi d'un courant porteur en ligne dans tous les circuits de la maison. Et le CPL qui est injecté dans la maison de façon permanente toute la journée et toute l'année, on ne peut pas s'y opposer, fait presque 100 000 Hz. Donc ça crée une onde électromagnétique dans toute la maison. On ne parle plus de compteurs, mais on parle d'objets connectés. Donc le but, c'est de récolter tout ce que les gens font dans leur maison. Le frigo, comment il marche, quand ils font une machine à laver, quand ils allument une lumière ou pas, si les gens sont là ou ne sont pas là. Atteinte à la vie privée, problèmes de santé, panne, hausse de prix, les anti-Linky se regroupent partout en France, parfois soutenus par les maires des communes. La direction d'Enedis, ex-ERDF, balaye rapidement ces inquiétudes pour se focaliser sur son argument phare. Il sert tout d'abord à adapter le réseau à une nouvelle donne du système électrique qui est l'arrivée de nouveaux usages, véhicules électriques par exemple, et également aux nouveaux moyens de production qui sont en train de se développer de façon assez rapide, que sont les productions éoliennes mais aussi les panneaux photovoltaïques. On a envoyé une équipe sur place pour mieux répartir les clients sur le câble. D'accord, donc pas besoin de renforcer le réseau. Autre intérêt du système, pouvoir intervenir immédiatement sur le réseau. Le client, lui aussi, peut suivre sa consommation en direct sur Internet. Mais le récent rapport de la Cour des comptes est accablant. Le compteur Linky serait trop compliqué, trop cher pour les clients et permettrait de dégager à terme pour l'entreprise une confortable marge. De quoi alimenter la polémique et faire grossir les rangs des opposants. Si on a la chance de faire partie des 20 millions de Français qui ont le compteur chez eux, il est extrêmement simple de dire non. Pas d'amende, pas de pénalité, la continuation du service, à savoir il y a une panne, Enedis vient réparer, c'est la loi. Chaque semaine, de nouveaux collectifs anti-Linky voient le jour, des petits grains de sable dans le gigantesque plan de déploiement d'Enedis qui a jusqu'à 2021 pour remplacer 35 millions de compteurs électriques. Et des compteurs qui équiperont certainement ces maisons qui ont été entièrement conçues grâce à une imprimante 3D. C'est une première mondiale imaginée dans les salles de classe de l'IUT de Nantes et qui ouvre de belles perspectives. C'est vrai que cette construction est moins chère qu'une construction classique et surtout moins difficile physiquement pour les professionnels du BTP. Louise Eklund s'est rendue sur place, on la découvre avec elle. Louise, enchantée. Bonjour, Benoît. Alors Benoît, vous êtes donc le papa de cette maison. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, donc c'est la première maison au monde
qui a été réalisé par impression 3D robotisée et qui est certifié pour être habité. Eh ben, on peut dire vive la France alors. On peut dire cocorico. Cocorico, comme ça. Quand on regarde la maison, rien ne nous laisse penser que ça peut être fait par une imprimante 3D, c'est sûr. C'est vrai, quand on la voit de l'extérieur comme ça, on voit qu'il y a des formes un peu étonnantes, avec des formes courbes et des arrondis. C'est une maison de nouvelle génération, et d'ailleurs elle a une forme de Y et on l'appelle Innova. C'est la génération Y des maisons. Et donc on est au milieu d'immeubles, on le voit autour de nous. Pourquoi c'est implanté ici, cette maison? C'est un habitat social, donc on est dans un quartier dans lequel il y a des écoles, il y a des immeubles, il y a des logements. Mais comme on peut le voir, il y a beaucoup d'arbres. Et donc la particularité, c'est que le terrain en lui-même, il y avait certains arbres qui étaient des arbres protégés et d'autres qu'on aurait pu abattre. Et donc avec l'architecte, le choix a été fait de dire la maison va venir s'intégrer dans l'espace qui lui était, disponible. Donc quand nous sommes arrivés, il y avait juste la partie plate, on a posé le robot, et lui, le robot, il a imprimé ses murs en se déplaçant, en tournant autour de la maison, et ainsi de suite. Et une fois que les murs étaient terminés, il a baissé la tête et il est ressorti par la porte d'entrée qui n'existait pas quand il est arrivé. Et l'architecte, il s'est dit, vous êtes un peu dingue, comment... Ah mais je pense qu'il n'était pas le seul à dire ça. Hein. Oui. Il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. Waouh, c'est lumineux, hein? Bah oui. Grande ouverture sur le jardin, pas de vis-à-vis, très moderne. Oui, c'est la pièce centrale. Donc j'ai dit effectivement la maison a une forme de Y, avec une pièce à vivre centrale, et puis des chambres qu'on va retrouver espacées autour de cette pièce centrale qui va être le lieu principal de vie de l'ensemble de la maison. Combien de chambres? Il y a 4 chambres. 2 salles de bain? 2 salles de bain, une buanderie, et une terrasse extérieure pour les jours de beau temps. Parlons un peu de la construction. Mais oui, parce qu'une fois qu'on est dans la maison, on pense que c'est une maison standard et on n'imagine pas qu'elle a été réalisée par un robot. Yes. Mais on a une petite cachette pour cela. Comment ça? C'est ici, regardez, un petit souvenir pour dans quelques années, regardez. Donc en fin de compte, on découvre le principe de constructif de la maison. L'imprimante 3D, constituée d'un bras articulé comme on peut en trouver dans les chaînes d'assemblage automobile, est pilotée par un système informatique programmé à partir des plans de l'architecte. Le robot qui se déplace sur la dalle de fondation de la maison élève d'abord un coffrage en mousse de polyuréthane expansé. Au milieu de ce sandwich, l'imprimante coule le béton en plusieurs couches. Une fois le béton sec, la mousse reste en place et fait office d'isolant. Résultat, peu de déchets, un coût de construction réduit, mais aussi une grande facilité de fabrication, moins pénible pour les hommes. Une fois le gros œuvre terminé, le toit et les finitions de la maison sont réalisés avec des techniques plus classiques. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette maison 3D et découvrir d'ailleurs d'autres initiatives originales, ne manquez pas On a la solution, demain à 10h50 sur France 3 avec Louise Eklund. Je vous le disais au début de ce magazine, nous sommes très nombreux à vouloir maîtriser une partie de la chaîne alimentaire et à refuser de subir les diktats de la grande distribution. Alors comment faire ? Eh bien certains ont trouvé la solution en s'inspirant d'un concept venu des États-Unis, l'épicerie coopérative. On en compte aujourd'hui une trentaine en France, des magasins où les clients sont des adhérents et acceptent de temps en temps de travailler pour l'épicerie. C'est le cas notamment à Nancy. L'épicerie n'est ouverte que depuis quelques semaines, mais il y a déjà quelques habitués dans les rayons, comme Edith, jeune retraitée. Elle n'est pas juste une cliente, elle est d'abord consommatrice, tout comme Christelle, c'est ce qui les motive. Avoir des produits de qualité, dont je connais l'origine. Qui n'ont pas fait des kilomètres en France avant d'arriver dans notre assiette, à des prix corrects pour nous en tant que consommateurs et aussi pour le producteur qui n'est pas étranglé. Toutes les deux font partie de l'association qui gère le magasin. Car pour pouvoir acheter ici, il faut être adhérent et donner un peu de son temps, jusqu'à 3 heures par mois. On est dans une épicerie coopérative participative. C'est-à-dire que là, je suis cliente, demain, je suis à la caisse. Après-demain, je fais les étiquettes avec Jean-Luc, je ne sais pas où il est, là-bas au fond du magasin. Jean-Luc, lui, fait partie du groupe distribution. Rien à voir avec son métier d'avant, électronicien dans un laboratoire. Mais ici, on a le droit d'être novice, car ce qui compte, c'est la motivation. Il faut apprendre
plein de métiers, plein de fonctions, comment on contacte un producteur ou un distributeur, comment on passe des commandes, les règles à respecter sur l'affichage des prix, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Ça fait partie de l'intérêt de la chose, quoi. Le fait que ce soit collaboratif, il n'y a pas de manager qui décide, il n'y a pas un chef qui tranche. Et c'est plus difficile, il faut qu'on communique plus, qu'on se fasse confiance, qu'on se partage des tâches. Et c'est ça qui est vraiment motivant dans ce projet aussi, cette façon de travailler ensemble qui est différente, hein, c'est pas une entreprise. Et pour bien travailler, les adhérents se sont organisés en 9 commissions. Marion et Fred font partie du groupe approvisionnement. Ils sont chargés de trouver les producteurs et les produits qui répondent au cahier des charges fixés ensemble. On a défini effectivement certaines choses. On veut que les animaux vivent en plein air la plus grosse partie de l'année possible. On veut que justement qu'il y ait un lien avec l'agriculteur un petit peu, que ce ne soit pas des grosses productions. On préfère aller vers des petites structures plutôt que des grosses usines. Donc là, les cochons sont nourris avec les céréales de l'exploitation. C'est une démarche qui rapproche vraiment de manière étroite les consommateurs des producteurs. Donc ça permet vraiment d'échanger sur les systèmes de production et des systèmes qui favorisent la relation avec l'animal et son bien-être. Enfin, je trouve que voilà, c'est des systèmes qu'il faut soutenir aussi dans l'autre sens. Pour le moment, il n'y a que 150 références. Le but, c'est d'arriver à 3000. Mais pour cela, il faut rentrer plus de trésorerie et surtout 3 fois plus d'adhérents. Car leur but, c'est que la supérette puisse se métamorphoser en grand supermarché coopératif dès 2019. Et je suis sûr que vous êtes nombreux à vous demander s'il y a une épicerie coopérative près de chez vous. Et bien pour avoir la réponse, j'ai trouvé une carte interactive très bien faite sur ce site, framacarte.org. L'instant R continue à un peu plus de 11h et on va rejoindre le village d'Abondance. C'est en Haute-Savoie pour découvrir un patrimoine assez méconnu et qui vaut pourtant le détour. L'instant portrait, lui, sera consacré à une soprano. Sabine Devieille a une voix en or, une voix qui a reçu de nombreuses et prestigieuses récompenses. Elle a accepté de nous recevoir et de se confier à nous. Et tout de suite, on parle d'une initiative destinée à améliorer la vie des diabétiques. Le diabète qui touche en France près de 3 300 000 personnes. Un restaurant a vu le jour à Montpellier et ici, les plats sont faits par et pour les diabétiques. Le sucre est banni des menus. Vous avez le droit à combien 50. 50 grammes de glucides sur la totalité du repas? Oui. Il faudra faire une impasse sur le pain, déjà. Dans ce restaurant, on parle un langage étonnant. Et pourtant, clients et cuisiniers se comprennent, car ils sont tous les deux diabétiques. Alors la chasse au sucre est leur leitmotiv. Dans sa cuisine, Patrick suit toujours cette logique. La poudre blanche de cette pâte à choux n'est pas du saccharose. Le tagatès, c'est un édulcorant qui remplace le sucre avantageusement, qui permet de pas avoir n'est pas métabolisé par le corps, donc au niveau des glucides, je rajoute rien comme glucides dans le corps. Et moins de glucides dans l'assiette, c'est moins de frustration pour les diabétiques. Cette cliente a craqué sans crainte sur cette tarte aux pommes. C'est agréable de pouvoir manger sans se dire c'est pas bien, c'est trop. C'est quand même agréable ça, pour nous. Ce restaurant-là, vous en rêviez? Oui, il y a longtemps. J'avais même demandé à mon docteur et il a dit ça n'existe pas. Patrick et sa femme Anne ont ouvert ce restaurant unique sur Montpellier il y a 2 ans. Anciens cadres supérieurs, ils ont tout quitté pour se lancer dans cette aventure. Patrick a même passé un CAP pâtisserie car ils étaient sûrs de répondre à un besoin. C'était une idée folle mais réaliste. Parce que malheureusement, le diabète est en train de se propager à une vitesse folle. Et en tout cas, je trouve que sur le marché, il n'y a pas d'offre qui correspond à toutes ces typologies. Quand on est diabétique, on est de toute façon plus ou moins frustré sur pas mal de choses. Et le problème, c'est que comme on n'a pas en face quelqu'un qui est capable de répondre à notre questionnement, on s'est dit pourquoi pas le faire nous-mêmes, quoi. Avec ce concept du zéro sucre ajouté, Patrick et Anne attirent aussi une clientèle qui recherche une nourriture plus saine et plus légère. Moi, parfois, je mange des gâteaux dans des pâtisseries et je trouve que c'est trop sucré, en fait. Donc, j'ai pas le plaisir vraiment de sentir ce que je mange exactement. Et ceux qui seraient vraiment en manque de sucre peuvent toujours se rattraper en croquant les bols. Ils sont fabriqués en pulpe de canne à sucre.
Et pour en savoir plus sur le diabète, les causes, les conséquences et les remèdes, fédérationdesdiabétiques.org fourmille d'infos. Sa voix puissante et cristalline lui vaut une renommée internationale. Sabine Devielle a reçu de nombreuses récompenses, notamment plusieurs victoires de la musique. Cette jeune soprano apporte un vrai vent de fraîcheur dans l'univers de l'opéra. Il faut dire que cette mère de famille est dans l'air du temps. On l'a rencontrée chez elle, à Caen. C'était un vrai soir de victoire. Frédéric, je vous laisse ouvrir l'enveloppe. Et la victoire est décernée à Mirage, air d'opéra et mélodie, Sabine Devielle. Le 23 février à Évian, Sabine Devielle est la reine de la soirée. Ces deux nouveaux trophées ont tout d'une consécration. Frédéric, qui est l'artiste lyrique de l'année? Sabine Devielle. La veille, elle nous a donné rendez-vous au théâtre de Caen, dans sa loge, 1 heure avant l'entrée en scène. Quelques minutes volées, dans un emploi du temps serré. Sabine Devielle est l'une des voix du Dialogue des Carmélites. Cette grosse production mise en scène par Olivier Py avec l'Orchestre national de France. Elle est ensuite attendue à Berlin, Bordeaux, Budapest, Rome. Elle chantera d'autres répertoires avec d'autres orchestres. Ainsi va la vie d'une grande soprano des temps modernes. C'est pas pesant, j'adore mon métier. Cette attente, je la transforme en concentration pour toujours travailler plus, pour jamais décevoir les gens qui viennent m'écouter. J'ai tellement de chance d'avoir des gens dans le public qu'il faut que j'assure, mais non, je le prends pas comme une pression. C'est une autre victoire qui a lancé la carrière de Sabine Devielle. En 2013, elle est la révélation lyrique de l'année. Opéra, enregistrement, tournée, aussitôt, les sollicitations arrivent de partout et les festivals d'été se l'arrachent. L'enthousiasme est très gratifiant, mais il faut faire très attention en tant que jeune chanteuse. La voix, c'est un instrument très fragile, donc je suis très prudente, mais en même temps, je suis ravie de tous ces engagements qui m'attendent. Bonjour Sabine. 5 ans plus tard, elle est devenue une star, sans rien perdre de son goût pour la vie de troupe. Peut-être parce que c'est dans un chœur qu'elle a découvert le chant, par jeu, par plaisir. Au Conservatoire de Caen, elle se destinait plutôt au violoncelle. J'ai jamais eu de volonté de mettre le paquet pour en arriver au plus haut. Naturellement, avec évidemment beaucoup de travail, mais de façon relativement naturelle. Et j'ai jamais eu ce goût de la compétition. Finalement, on peut en arriver là quand on a un métier passion comme le mien. On sait qu'elle est une jeune maman, qu'elle est très attachée à sa famille, à ses racines cannaises. Par pudeur, elle ne dira rien des sacrifices qu'impose cette vie. Elle parle aussi sans fausse note. Et elle aime ce métier qu'elle compare à celui d'un artisan. Ma voix évolue, elle fait partie de mon corps évolue, je change au fil du temps. Et c'est formidable de façonner son instrument, de lui faire faire la musique qu'on a envie de lui faire faire, de se rendre compte aussi de la musique qu'on ne peut pas lui faire interpréter. On se rencontre, ma voix et moi, un peu plus chaque année. Et c'est ça aussi que j'adore. À 32 ans, elle est une chanteuse d'opéra bien dans son temps. Divine, sans être diva. Et pour suivre l'actualité de Sabine Devielle, il suffit de vous rendre sur son site officiel sabinedevielle.com. Allez, on va partir en Haute-Savoie pour découvrir une commune connue pour son fromage, mais moins pour son patrimoine, et pourtant il vaut le détour. Il s'agit du village d'Abondance, 1400 habitants à l'année. Ce matin, on va découvrir son abbaye, classée au titre des monuments historiques, et ses fermes traditionnelles. La vallée d'Abondance, un pays d'art et d'histoire, un label richesse et mise en valeur du patrimoine. Au cœur du village, le joyau,
l'abbaye Notre-Dame. Alors l'abbaye a été fondée au XIIe siècle par des chanoines de Saint-Augustin, donc qui venaient de l'abbaye Saint-Maurice d'Agone dans le Valais suisse, qui est une abbaye qui est toujours en activité aujourd'hui. Et nous avons eu 2 congrégations successives, donc les chanoines de Saint-Augustin, puis au XVIIe siècle des moines cisterciens. L'abbaye est classée au titre des monuments historiques. Nous avons notamment les peintures murales, donc qui sont vraiment remarquables et qui sont à l'origine de ce classement. Des peintures dont l'originalité est qu'elles repositionnent la vie de Marie dans le décor local de la Savoie médiévale. Et c'est le Léman qui accueille la Nativité. Un cloître, un monastère et une église abbatiale qui dévoilent quelques particularités. Nous avons un ensemble de statues en trompe-l'œil qui représentent les apôtres et les vertus morales. Donc ce sont en fait des peintures en grisaille qui donnent l'impression d'être de la sculpture. Une église construite et reconstruite au fil des siècles et des différentes architectures. Très certainement à l'origine une église romane avec l'installation des religieux. Donc de cette époque, il resterait les colonnes du chœur, donc des colonnes romanes à chapiteaux corinthiens. Et ensuite une église du XIIIe siècle, une église gothique, qui va évoluer au fil du temps puisqu'elle a été plusieurs fois la proie des flammes. Donc on a des périodes de reconstruction, notamment au niveau de la nef, et une façade qui, elle, est datée de tout début du XXe siècle. En s'éloignant de l'abbaye, on découvre un village éclaté. Abondance est constitué de 7 hameaux différents pour une population de 1400 habitants. La particularité de l'habitat traditionnel ici, c'est d'avoir des fermes doubles, donc très grandes, qui abritent 2 familles sous un même toit et qui abritent également le bétail et le foin. On a une construction dont la particularité est d'être dans la pente, avec un accès donc, au rez-de-chaussée avec les caves, un accès direct. Au premier niveau, l'étage d'habitation, dont les entrées se font par les côtés latéraux. Et puis l'accès au fenil qui, lui, se fait sur l'arrière du bâtiment. Forte de ses traditions et de son histoire, Abondance a su également mettre en valeur son patrimoine naturel. Insérée dans le vaste domaine skiable des Portes du Soleil, elle mise aussi sur un tourisme environnemental. Le village a une histoire, il est labellisé Pays d'art et d'histoire avec la vallée d'Abondance et il a un patrimoine, une culture au niveau des maisons traditionnelles, au niveau de son patrimoine et au niveau aussi de sa nature. Le lac des Planes par exemple fait partie du géoparc Chablais UNESCO. Un authentique village montagnard dans un écrin prestigieux, Abondance est solidement ancré dans l'histoire du Chablais. Le visiteur curieux se laissera facilement séduire par la beauté du site. Et si vous voulez visiter ce village savoyard, vous retrouverez une multitude d'informations pratiques sur abondance.org. Notre instant découverte se poursuit dans un musée, mais pas n'importe lequel, c'est une référence culturelle en France, le Centre Pompidou. Mais dans l'instant RR, comme région, on ne va pas aller à Paris, mais à Metz pour découvrir son petit frère qui, depuis 2010, attire tout de même près de 350 000 visiteurs chaque année. Ils viennent voir les expositions, mais aussi visiter le bâtiment qui vaut le coup d'œil. Il a été imaginé par un architecte japonais qui a voulu faire un chapeau chinois. Charles-Henri Boudet nous fait découvrir ce lieu. Et voilà. Alors là, c'est l'une des plus belles charpentes de France. Je crois qu'on est des privilégiés là, parce que le public n'a pas accès ici. Dis-moi, la complexité, quelle a été la complexité de l'assemblage de cette charpente? Si tu veux, on va regarder un peu en plongeant. Tu vas pouvoir comprendre. Parce que, si je dis pas de bêtises, je me suis renseigné quand même,
18 km C'est ça. de bois. 18 Juste km au-dessus de de nos bois. têtes, 18 km de bois. On a du mal à s'imaginer. Toutes les planches alignées, Ce que l'une ça à côté de représente, l'autre. quand même. Là, ce que tu as au-dessus de la tête, c'est 16 000 planches en lamellé collé. Aucune n'est identique à l'autre. Alors, donc on imagine un puzzle, 16 000 morceaux C'est dans ça. ce puzzle. C'est un puzzle, 16 000 morceaux, aucun identique. Ils ont tous, par contre, la même couleur, d'où la difficulté. Et là, quand tu regardes en bas, tu peux t'imaginer qu'il faut partir du bas et arriver jusqu'en haut en assemblant l'élément sans qu'il tombe. Ça a dû être un travail de titan. En combien de temps cette charpente a été assemblée? Ça a été monté en un peu plus de 2 mois. Le chantier, dans sa globalité, a été très vite. Et pour continuer à découvrir les secrets du centre Pompidou-Metz, les nouveaux nomades vous attendent demain à 12h50 sur France 3. Quant à moi, je vous retrouve avec très grand plaisir lundi à 10h50 sur France 3 toujours. On parlera bien-être, tendance. Notre instant pratique sera consacré aux astuces à connaître pour réviser son bac avec efficacité. Un sujet plus que jamais d'actualité. Très bon week-end à tous, profitez-en bien.